Ask Historian est un subreddit sur lequel n'importe qui peut poser une question en lien avec l'histoire, géré par des modérateurs, des étudiants, mais aussi et surtout des passionnés. C'est l'un des subreddits les plus actifs sur la plateforme avec 2 millions d'utilisateurs. Cependant, ce subreddit est victime de son succès, et souvent, beaucoup de questions pertinentes passent sous les radars. Dans cette série de vidéos, on va déterrer les interrogations oubliées des utilisateurs d'Ask Historian, parce que comme je le dis si bien, aucune question n'est une question bête. Bonjour à tous les geeks d'histoire. Ça fait un petit moment que j'ai pas montré ma tête, donc j'ai fait un brushing, vous avez vu. Putain, ça me grille les yeux en fait. Ça me grille les yeux, je vais mettre des lunettes de soleil. Ça y est, on est déjà au 3e épisode des questions d'histoire. Le problème, c'est que contrairement à ce que je pensais, certes, il y a beaucoup de questions d'histoire super pertinentes sur Reddit, mais les modérateurs ont récemment doublé leurs effectifs et répondent désormais à presque toutes les interrogations. Et ça m'énerve, j'ai vraiment l'impression que les mecs ils ont vu ma série de vidéos et ils se sont dit tiens on va répondre à leurs questions juste pour casser les couilles à Geek Historique. Je vous fais de la pub bande de connards. J'ai donc décidé de changer le format, parce que oui il est très intéressant, mais malheureusement il va falloir qu'il évolue, tout simplement. Premier changement, je vais me focaliser sur un thème précis pour les vidéos. Et le thème du jour, c'est le Moyen-Âge. Premièrement parce que je connais très mal le Moyen-Âge, c'est pas une période sur laquelle je suis le plus attaché, ça me permettra de changer de sentier battu, et surtout parce que j'ai trouvé 3 questions de ouf qui sont en lien à ce sujet. Pour vous dire, j'ai même pas vérifié s'il y a des réponses. J'ai tout balancé en une vidéo, on verra bien. C'est parti pour la première question. Alors, une question de Blake Sama, qui nous demande « Est-ce que les gens au Moyen-Âge connaissaient la radioactivité ?» Ah, c'est pour ce genre de questions que j'ai créé cette émission. Bien déjà, pour répondre à la question, comme d'habitude, petite mise en contexte. C'est quoi la radioactivité? Très simplement, c'est un phénomène physique dans lequel on observe les atomes d'une matière, l'ADN si vous préférez, relâcher de l'énergie. Pourquoi font-ils cela? Eh bien tout simplement car ces atomes sont trop lourds et ils doivent tout balancer pour éviter d'exploser. Ils suintent de l'énergie si vous voulez. Et parmi les matières qui sont victimes de ce phénomène, il y a l'uranium. C'est une famille de cailloux dont certains sont plus chargés en énergie que d'autres. Donc qu'en savaient les scientifiques au Moyen-Âge? Ou même les petites gens tout simplement? Rien. Rien du tout. Ce phénomène fut observé pour la première fois 8 siècles plus tard, par une personne que nous connaissons tous, Abel Niepce de Saint-Victor. Attends quoi? C'est pas Marie Curie? Non, c'est bien ça, Abel fut le premier à l'avoir observé. Pour être exact, c'était un photographe scientifique. Et en 1857, il a remarqué que sur les photos qu'il avait développées, à l'époque on développait des photos avant de voir le résultat, il y avait des énormes taches blanches qui s'étaient formées dessus. Alors il s'est dit « Merde, j'ai fait une bêtise !» Et il s'est rendu compte qu'en fait les taches étaient dues à de minuscules morceaux d'uranium qui, en relâchant de l'énergie, ont parasité les photos. Tiens, un minuscule bout de caillou qui forme une énergie de ouf. Mais c'est bizarre ça. Qu'est-ce que ça veut dire, se dit Abel. Ah, mais j'en ai rien à foutre en fait. Je déconne pas, le mec a une observation quasi intacte de la radioactivité, il a fait la plus grande découverte scientifique de son époque, et il en a rien à foutre. C'est un autre scientifique, Henri Becquerel, qui va s'intéresser à la trouvaille d'Abel, et il va tenter de la reproduire, mais sans succès. Au final, il va s'aider de 2 autres scientifiques, Pierre et Marie Curie, pour, enfin, parvenir à observer la radioactivité. D'ailleurs, si vous avez aimé le film Oppenheimer, je ne peux que vous recommander Radioactive. C'est un biopic sur Pierre et Marie Curie, réalisé par Marjane Satrapi, la meuf qui a fait Persepolis. C'est un super film, je vous le recommande. Les deux, Persepolis et Radioactive. Autant le dire tout de suite, avant la découverte de Pierre et de Marie Curie, personne ne savait ce qu'était la radioactivité. Et pour répondre à la question initiale, est-ce qu'au Moyen-Âge on la connaissait? Non, évidemment. Cela dit, à cette époque, on savait que cette étrange matière qu'était l'uranium avait des propriétés chimiques, puisqu'il était utilisé comme colorant. Bah ouais, vous avez une matière, un caillou pour être exact, qui est fluorescent. Alors, autant le mettre sur de la céramique, ou des vases,
ou des objets du quotidien. Aïe aïe aïe. Donc oui, on a retrouvé de la Penschleb, un membre de la famille de l'uranium, dans des céramiques romaines. La céramique, c'est de l'argile, et l'argile, c'est de la terre. Donc c'était très facile de les utiliser comme colorant. Alors quand tu sais que c'est la radioactivité qui les rend fluorescents, ça devient très drôle, mais à l'époque, on pensait que c'était sans danger. Si vous vous demandez, c'est dangereux le Penschleb ou pas? Oui, c'est dangereux, c'est littéralement l'uranium qu'on a utilisé pour les premières bombes atomiques. Au Moyen-Âge, on y vient, l'uranium était utilisé comme décoration sur de la vaisselle, comme des présentoirs à gâteaux, ou bien des verres. Ce genre de vaisselle, par exemple, ça a un nom, ça s'appelle l'ouraline, et c'était considéré comme une vaisselle chic et chère. C'est l'empire des Habsbourg qui en avait le plus. Tout simplement car ils avaient des gisements d'uranium dans les montagnes de l'actuelle République tchèque. C'est fou de se dire que ces objets du quotidien, des verres, des cendres, des céramiques, étaient utilisés de manière complètement innocente, et que 1000 ans plus tard, on se servirait de leur couleur pour détruire des villes entières. Nous sommes vraiment une espèce fascinante. Question suivante. Levante-C, sympa de mettre le mot de passe de la Wi-Fi dans ton pseudo, comme ça tu le retiens. Je disais, Levante-C nous demande une question toute simple. Comment les gens ont survécu à la peste noire? Eh bien, ils n'ont pas survécu, puisqu'ils sont tous morts. Non, je rigole. Je pense pas avoir besoin d'introduire le sujet de la peste noire, mais je vais le faire quand même, histoire que tout le monde ait la même base. L'épidémie de peste noire est une pandémie qui a eu lieu en Europe, en Asie et en Afrique, période qui a duré de 1333 à 1353. Je la prends dans sa globalité car l'épidémie n'est pas apparue comme ça d'un coup dans les quatre coins du globe. En réalité, elle est arrivée en Europe vers 1346, donc on va dire sur la fin. Elle s'est répandue comme une traînée de poudre et a détruit progressivement le vieux continent et l'Asie. Même si on en parle moins, la Chine a perdu 50% de sa population et la dynastie des Yuan, qui dirigeait le pays, s'est effondrée. T'imagines la moitié de la population chinoise qui disparaît? C'est ouf! L'épidémie a aussi touché l'Afrique subsaharienne, même si on manque de sources à ce sujet. On en a une quand même qui est plutôt sympa, c'est celle du Ghana. On a retrouvé des traces d'anciens villages prospères, dont l'activité se stoppe net en 1340. Chronologiquement, ça peut s'expliquer par la peste. Et à travers le monde, elle aurait fait entre 75 et 200 millions de victimes. En Europe, la peste n'a duré que 5 ans, avec des guillemets, parce qu'elle a fait 25 millions de morts, soit le tiers de la population européenne. C'est chaud, c'est très très chaud. Aujourd'hui, avec le recul scientifique et historique, on peut mieux identifier cette période. La peste noire, bon déjà au Moyen-Âge on l'appelait pas comme ça, on l'appelait la Grande Pestilence. C'était donc une épidémie de peste. Il faut savoir qu'il existe deux types de peste, la peste bubonique, la peste pulmonaire et la belle-sœur. La peste bubonique, selon l'Institut Pasteur, c'est une bactérie, la Yersinia pestis, qui vous pénètre le corps, généralement par une puce qui cherche à vous sucer le sang. Une fois la bactérie en vous, vous allez choper la plus grosse fièvre de votre vie. Elle va vous foutre KO et vous allez avoir des gros boutons qui vont apparaître sur votre peau, qu'on appelle des bubons. Mais vous pouvez en survivre, dans 20 à 40% des cas, après un très long moment de convalescence. Sinon, vous crevez très rapidement. La peste pulmonaire, c'est peu ou prou la même chose, sauf que ça se chope pas avec des puces, mais par voie aérienne. Et celle-là, si t'es pas pris en charge en seulement 3 jours, tu crèves. Aucune chance de survie. Je me rends compte que c'est la vidéo la plus scientifique de ma chaîne. Et donc, la peste noire, c'est une épidémie de peste bubonique ou de peste pulmonaire? Les deux. Tu m'étonnes que les gens ils aient douillé à l'époque. Petite parenthèse, non, ce ne sont pas les rats qui nous ont transmis la maladie, ce sont les puces qui elles-mêmes piquaient les rats qui nous ont transmis ensuite la peste bubonique. Voilà, donc n'en voulez pas aux rats, peu cher, ils ont rien fait de mal. Mais donc, pour répondre à la question, comment les gens ont survécu à la peste? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Alors moi, personnellement, en cours d'histoire, on m'a appris que c'est tout simplement car les gens ont adopté les bons gestes, notamment la quarantaine pour mettre fin progressivement à l'épidémie. On va voir si c'est ça. Déjà, la médecine de l'époque était complètement à la ramasse pour traiter la peste. Le meilleur moyen de la traiter aujourd'hui, c'est avec des antibiotiques. Les antibiotiques, ce sont des substances qui bloquent la production de bactéries. Sauf que les antibiotiques, ça a été inventé en 1928. Alors, comment on faisait? Parce qu'ils ont bien survécu les gens à l'époque. Imaginons, un village est touché par la peste en France. Le village de Montcuq, tiens, voilà. Lorsqu'elle pénètre Montcuq, les habitants les plus faibles, diminués physiquement, comme les vieillards ou ceux dormant dans la rue, meurent direct. Voilà, aucune chance de survie. Ensuite, les survivants, observant que cette énorme vague avait ravagé Montcuq, se disaient que c'était un châtiment divin, un poison qui était là pour les punir.
Mais les punir de quoi exactement? Ça dépend du village, mais en général on pensait que c'était dû au fait que les habitants de Moncu commettaient trop de péchés, étaient méchants entre eux, et grosso modo se détournaient du Seigneur. Et le Seigneur les punissait pour se comporter comme des connards. Ce que je viens de vous décrire, bon déjà c'est typique des sociétés occidentales chrétiennes, du Moyen-Âge, mais c'est aussi un mode de pensée qui existait dans la médecine médiévale. Et ça s'appelait la médecine galénique. C'est le fait de croire que le corps humain doit fonctionner selon un équilibre entre vos émotions, et si vous êtes trop énervé, trop en joie ou trop en tristesse, vous tombez malade. C'est une façon de penser qui est complètement caduque dans la médecine aujourd'hui, mais on peut y voir les premiers moyens de détecter la dépression par exemple, parce que je le rappelle, la dépression c'est une maladie, et cette médecine, techniquement, permet de la détecter. C'est mon analyse personnelle, hein, je précise, j'ai pas trouvé ça quelque part sur internet, j'ai juste fait mon opinion, voilà. Mais la science, ça marche pas comme ça, par des explications super simples. Faut des thèses, des théories pour déterminer ce qui se passe dans mon cul. Mais bon, pour reprendre cet exemple, on n'a pas le temps de s'en préoccuper, il faut calmer la situation. Ainsi, les prêtres de Moncu rassemblent généralement tous les habitants dans l'église, là où tout le monde se rend le dimanche, et leur informent que la pestilence est arrivée. Donc à partir de maintenant, on va mettre tout le monde en quarantaine. Oui, la quarantaine existait déjà au Moyen-Âge, ça a été inventé pour être exact 2 siècles plus tôt pour endiguer les épidémies de lèpre. Suite à cette annonce, la plupart des habitants fuient le village, très rapidement sans réfléchir. Mais pour ceux qui restaient, la peste finissait par passer. Vu que les derniers villageois restaient cachés au fin fond de Moncu, plus grand monde ne l'attrapait. Ceux qui avaient eu la peste bubonique et avaient survécu savaient comment se préparer quand elle revenait. C'est vraiment ça en fait qui a mis fin à la peste. Les nobles, quant à eux, se réfugiaient et se barricadaient le temps que ça passe. Lorsque l'hiver arrivait, ils allumaient le poêle de Moncu et attendaient. Et puis finissaient par sortir lorsque leurs conseillers disaient que c'était bon, la peste était passée. Néanmoins, pendant le temps où la peste agissait, il y avait tout un tas de conneries qui se déroulaient dans le village. Des charlatans débarquaient en vendant des produits miracles qui pouvaient chasser la pestilence contre des prix exorbitants. Ça n'a rien d'anormal, ça existe encore aujourd'hui, suffit de voir le nombre de personnes qui se sont fait avoir par l'hydroxychloroquine. On te déteste! Aussi, on a de nombreux cas de suicides dus à des autoflagellations. L'explication est très simple, pensant que la peste touchait le village et que c'était dû au fait qu'ils avaient commis des péchés, ils ont tenté de les expier en se flagellant jusqu'à en crever. Voilà, donc ça c'était, on va dire, l'Europe occidentale, les habitants chrétiens, et maintenant on va voir comment les autres s'en sortaient, à savoir les juifs et les musulmans. Au Caire, la plus grande ville musulmane de la Méditerranée, c'est peu ou prou pareil que chez les chrétiens. Ils se mettaient en quarantaine et priaient Allah en espérant que de cette manière, la peste allait disparaître. D'ailleurs, à Alexandrie, les jarres de vin étaient vidées, précisément car les musulmans pensaient que c'était le fait de posséder de l'alcool qui les éloignait de Dieu. Je le rappelle, boire de l'alcool et en produire, c'est interdit dans l'islam. On a des descriptions très détaillées de la maladie, faites par des historiens de l'époque, comme par exemple Al-Makrizi qui écrivait en 1349 « Il a été établi que pendant cette épidémie, aucun enfant n'a survécu plus d'1 ou 2 jours après sa naissance. Et d'ailleurs, sa mère le suivait dans sa tombe. Au Caire, l'individu atteint de la peste crachait du sang, poussait un hurlement, puis mourait. » Vous l'aurez remarqué, ça correspond aux symptômes de la peste pulmonaire, à savoir 3 jours et puis ensuite tu crèves. Faut comprendre que dans ces villes de près d'1 million d'habitants, il y avait des pics de la peste et parfois en une seule journée, 12 000 personnes mouraient. C'est ouf! Encore une fois, c'est tout con, mais c'est grâce à la quarantaine que la peste est passée. Bon, dans le Caire, c'est vrai qu'il y avait 600 000 habitants, et tu retires 40% des 600 000 habitants qui ont survécu, du coup, effectivement, la peste finit par passer. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui a permis aux survivants de s'en sortir, c'est le fait de rester chez eux. Maintenant, prenons le cas particulier des Juifs. Dès l'arrivée de la pandémie en Europe, les Juifs sont accusés d'empoisonner les puits, avec pour preuve qu'eux ne subissaient pas beaucoup la peste, ce qui donna ce magnifique passage dans la série « Il était une fois l'histoire ». Tout ça, c'est de la faute des Juifs! Ouais! Ça ne me fera jamais pas rire. Ainsi, de nombreux pogroms vont s'organiser contre eux, un peu partout dans le royaume de France, ainsi qu'en Castille, l'Espagne si vous préférez, et en Italie. De nombreuses communautés juives vont complètement disparaître de la carte, comme par exemple à Mayence, où près de 6000 personnes ont été tuées, parce que juifs. On balance les juifs dans les puits qu'on les accuse d'avoir empoisonnés, et dans certains cas, on les crame. Et donc, expliquez-moi en quoi c'est censé vous rapprocher du Seigneur, en fait. En quoi massacrer des innocents vous expie vos péchés? C'est ce que dit le pape Clément VI, au roi de France de l'époque. Il lui dit, en gros, Clément, frère, tu penses vraiment que ça marche ça? Et Philippe acquiesce. Le souci, c'est que le peuple, il en est persuadé. Et si tu débarques et leur expliques au peuple, ce sont pas les juifs qui ont emmené la peste, ils te diront, ah ouais, c'est ça, ils t'ont payé pour te le dire, tu serais pas juif par hasard?
Alors Clément VI, qui est français, va faire personnellement charger ses évêques de savoir si oui ou non les juifs sont coupables de cette épidémie. Et la conclusion est unanime. Absolument pas. La peste touche autant les juifs que les chrétiens. Et surtout, elle vient d'Asie, là où les juifs ne sont pas du tout implémentés. Mais vu que les juifs sont des boucs émissaires, on les accuse. Donc Clément VI est très énervé qu'on massacre des innocents. Il prononce le 4 juillet 1348 une bulle papale, une loi en gros, qui vise à protéger les juifs. À partir de maintenant, toute personne s'en prenant à eux seront menacées d'excommunion, dégageront de l'église et des villages, et les monarques chrétiens doivent protéger leur population juive. C'est un ordre. Malheureusement, cette bulle n'aura pas beaucoup d'effet. Certes, Albert II d'Autriche va organiser une protection pour ses habitants juifs, mais Philippe VI va continuer à condamner les juifs, même s'ils sont innocents. C'est dommage, il a fait des bons trucs, Philippe VI. Il a acheté Montpellier. C'est ma ville. Pour la dernière question, je pense que vous êtes habitués, en général je vais crescendo. D'abord je prends une question plutôt générale, très basique, ensuite je prends un sujet un peu plus méconnu, et juste après j'enchéris avec un sujet qui est bien hardcore. Le truc c'est que, avec la peste, je vois vraiment pas comment je pourrais trouver un truc qui soit encore pire. Est-ce que les gens se suçaient la bite au Moyen-Âge? Attends, j'ai pas vu, le mec qui a posé la question il s'appelait Big Dick. Putain. Bon, eh bien, on va faire comme d'habitude, définir les termes du sujet. Les enfants, cassez-vous, je veux pas vous voir. Yo, ça c'est moi du montage. En fait, à la base, j'avais prévu d'illustrer toute cette incroyable partie de la vidéo par des extraits de Peppa Pig. Le problème, c'est que les personnages dans Peppa Pig, ce sont des enfants, donc je pouvais pas me permettre de faire ce genre de blague. Donc à la place, j'ai décidé de remplacer ça par des hommes politiques et par Staline. Voilà, tout simplement parce que je préfère être traité de communiste plutôt qu'être traité de pédophile. Tu me diras, l'un va pas sans l'autre. Ah, j'ai plus de batterie, oh là là! Donc la fellation, je pensais pas que je devais devoir expliquer ça sur ma chaîne YouTube, mais bon c'est pas grave, c'est une position sexuelle dans laquelle un ou une partenaire stimule sexuellement le pénis de son autre partenaire. Voilà, on considère que dans cette pratique, il y a un passif, celui qui se fait sucer, et l'autre qui est actif, qui suce. Tiens d'ailleurs, lorsque le partenaire se met à agir en fait en donnant des coups de rein, ça s'appelle l'irrumation. Voilà, en français on a un mot pour ça. C'est pas très stylé, on est d'accord. Je pense que c'est évident, mais on va le préciser quand même, la fellation c'est une position qui est très mal vue dans notre société. Ça dépend du point de vue, celui qui est passif est généralement vu comme un dominant, qui se fait stimuler, à qui on offre le plaisir de jouir. Il y a un rapport de domination que j'ai pas besoin d'illustrer parce que tout le monde voit de quoi je parle. En bref, c'est pas fait pour tout le monde cette pratique, d'ailleurs si vous vous sentez pas de le faire, ne le faites pas. Historiquement, la fellation n'a pas d'origine précise, tout simplement car, je le savais pas, mais elle a toujours existé cette pratique, y compris par exemple chez les animaux. On a des cas de chauves-souris qui le font par exemple. Néanmoins, si vous voulez le tout premier cas de fellation qui a été retrouvé dans l'histoire, c'est pas dans la préhistoire, c'est dans la mythologie égyptienne. Je m'en vais donc vous conter l'histoire. Le dieu Osiris fut tué par son frère et découpé en morceaux. Sa sœur, Isis, a essayé de le ressusciter, en reconstituant ces morceaux en lambeaux. Elle y est parvenue, sauf qu'Isis se rend compte qu'il manque la bite de son frère, et qu'il est toujours mort. Alors, elle va en créer un en argile et le sucer pour le ressusciter. Vous méritez vos 12 plaies d'Égypte. Donc je disais, on a aussi des représentations de la fellation sur des murs de la ville de Pompéi, par exemple. Des tags très simples et vulgaires, mais sont importants historiquement pour connaître cette pratique. À l'époque romaine, la pratique est déjà très mal perçue et vue comme un signe de domination. C'était très mal vu qu'un homme en fasse une, précisément car ça renvoie à l'image d'un homme faible qui subit la fellation. Par ailleurs, Catulle, un poète romain ayant écrit de nombreux poèmes romantiques et érotiques, a fait une poésie mentionnant la fellation, vers l'an 60 et 50 avant Jésus-Christ. Ces poésies sont tellement douces, gentilles et mignonnes que je ne peux pas vous les lire et seulement vous les montrer à l'écran, sinon YouTube va me défoncer la gueule. Néanmoins, c'est un témoignage authentique qui atteste de la pratique de la fellation à cette époque. Pour répondre à la question initiale, est-ce qu'on l'a pratiquée au Moyen-Âge? Oui, bien sûr, comme on l'a toujours pratiqué depuis le début de l'humanité, et elle fut mentionnée d'ailleurs pour la première fois dans un livre, le Kama Sutra, un livre de recueil de pratiques sexuelles écrit en Inde entre le 6e et le 8e siècle après Jésus-Christ. Ouais, ça se bastonne entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, mais dans le doute, je le fous dans le Moyen-Âge. Voilà. D'ailleurs, si vous l'avez jamais lu, sachez que c'est pas un bouquin qui est illustré de base, c'est un livre qui explique en détail comment pratiquer justement votre sexualité, le tout avec de la philosophie indienne. En vrai, c'est plutôt bien comme livre, lisez-le, si vous avez plus de 18 ans, bien sûr. Dans ce livre donc, la fellation est présentée, mais il est précisé que c'est une pratique sexuelle que les couples ne devraient pas trop pratiquer, dans le sens où elle est très dégradante pour la femme. Oh, c'est mignon, le Kama Sutra pense aux femmes et à leur bonheur. Allez, je vais chercher le passage sur le cunilingus.
Ah, j'ai rien trouvé. Merde, c'est dommage ça. En Europe, en revanche, c'est compliqué de savoir si les gens la pratiquaient. À cette époque, l'Église régnait en maître sur l'Europe, et cette dernière réprimait toute forme de pratique sexuelle ne permettant pas de procréer. J'espère ne rien vous apprendre, mais avec la fellation, vous pouvez pas tomber enceinte. Donc c'est extrêmement difficile de savoir si oui ou non on l'a pratiquée. Il y a quasiment aucune source qui en parle. L'Église insistait réellement sur le fait de ne pas la pratiquer, comme l'illustre cette gravure incroyable, oui, c'est un dessin de propagande de l'Église, hein, qui explique que même si c'est pratiqué de manière consentie, dans ta sphère privée, si c'est péché, c'est péché. Après attention, l'Église n'encourage pas la chasteté, elle cherchait simplement à ce que la sexualité soit conforme à sa vision, et cela inclut bien évidemment l'homosexualité. Pour ce qui est des autres peuples médiévaux, vous allez être un petit peu déçus, mais là non plus on n'a pas d'infos. Chez les Juifs par exemple, ce n'était pas, et ce n'est toujours pas d'ailleurs, interdit dans la Torah. En revanche, les rapports homosexuels le sont. Donc voilà, pas entre hommes, mais entre mari et femme, pourquoi pas. Et chez les musulmans, techniquement, c'est pas interdit. Parce qu'il me semble que c'est expliqué, je crois que c'est dans soit une sourate ou un truc comme ça, t'as le droit de toucher le pénis de ton partenaire. Mais ça reste quand même pas très bien vu. Pour revenir à Catulle, le poète romain dégueulasse là, ironiquement, son œuvre fut retrouvée vers le XIIIe siècle par des moines copistes, et son œuvre fut recopiée une seule fois. Et comme par mégarde, le manuscrit original fut perdu à tout jamais. Mince alors, c'est bien dommage, hein. Ainsi, pour répondre clairement à la question, c'est très probable qu'on l'a pratiqué. Mais il y avait un tel bourrage de crâne de l'Église pour inclure cette position dans le vice de la luxure, que ça rend impossible d'en trouver des témoignages. Mais on sait pas ce qu'on faisait au lit à ce moment-là. On ne le saura donc jamais. Alors, je vais pas vous faire attendre, le nouveau concept il est très simple, vous allez poser vos questions dans les commentaires. Moi je vais vous donner un thème, et ensuite vous allez prendre la question qui vous passe par la tête directement et m'interroger. Une seule question, pas 4, 5, 6. Sinon vous créez d'autres comptes et vous posez votre question. Vous pouvez faire ça, je sais pas, mais voilà. Et donc le sujet de la semaine prochaine, donc dimanche prochain, ce sera le conflit israélo-palestinien. Non, c'est pas une blague, c'est bien ça. Alors c'est pas du tout une blague, hein, j'ai vraiment pas pris ce thème par hasard, je l'ai choisi un petit peu parce que ça fait putaclic, mais surtout parce que on va en parler d'un point de vue historique. Voilà, posez vraiment toutes vos questions que vous avez jamais osé poser, par exemple, je sais pas, l'origine du Hezbollah, le parti politique de Netanyahou, vous pouvez poser n'importe quelle question, en fait, du moment que c'est en lien avec le sujet et que je peux l'expliquer historiquement. Oui, j'ai repris le concept du Dr Nozman avec les vrais ou faux, sauf que là, ce sera pas une affirmation, ce sera une question, et surtout, ce sera en lien avec l'histoire et pas la science. Voilà, tout simplement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la... Putain, je me rends compte, on est le 7 octobre quand je tourne ça. Oh là 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 là, c'est pas vrai. On se retrouve donc pour la semaine prochaine. Posez toutes vos questions sur le conflit israélo-palestinien. Je vous attends de pied ferme. Ciao tout le monde!